Depuis une décennie, les vagues successives de la révolution Internet changent nos modes de communication et de transmission des données, des informations et des connaissances. À l'ère du Web 2.0, le mode de transmission des savoirs et connaissances est interactif, transversal et cross-médial. Cette progression mondiale est due à 4 facteurs. 1. L'accès fiable à Internet. 2. Des outils de plus en plus mobiles, compacts et performants. 3. Le partage inestimable des savoirs et connaissances. La gratuité des logiciels et applications permet à chacun de se connecter, de communiquer et de publier pour le plus grand nombre. 4. Grâce au crowdsourcing, le succès des plateformes de savoirs et informations comme MediaWiki, Wikipédia, Mock, eHow et Comment ça marche. Les vagues deviennent de plus en plus rapprochées. Elles déferlent sur tous les secteurs de notre vie. Les réseaux sociaux deviennent l'agora globale. La visibilité et la transparence profitent aux acteurs locaux capables d'intégrer les acquis du numérique à titre individuel ou collectif. Les compétences numériques donnent aussi un avantage compétitif réel à ceux qui en ont saisi la dimension. La diapositive illustre la fracture numérique. Dans la moitié gauche, on reconnaît les perdants. Dans la moitié droite, on voit ceux qui participent et ont une chance de gagner. Cependant, personne ne gagnera plus autant que les pionniers de la révolution Internet. Pour rappel, ce sont des jeunes gens de 20 ans qui à l'origine ont mis les NTIC et leurs applications à la portée de tout le monde. Apple doit son succès à la simplicité apparente de ses produits. Facebook doit le sien au fait que l'on peut presque tout faire sur ce réseau social. YouTube offre une large facilité d'accès et d'utilisation, notamment de tutoriaux. Et le succès de Skype se fonde sur le désir de rester en contact, de se voir, se parler et d'échanger instantanément tout type de fichiers. En moins d'une décennie, ils ont bouleversé la communication et l'information IT. Les plus innovants comme Google, Apple, Facebook, Twitter, Skype et MySpace détiennent des empires dont la fortune repose sur le capital immatériel renouvelable et la connectivité des données. Leur particularité ? Penser différemment, think different, et oser penser différemment. Il est frappant de constater que 61% d'Européens, 78% de Nord-Américains et 67% d'Australiens, soit 37% de la population mondiale, peuvent se connecter et communiquer à l'échelle locale et globale. Les NTIC ont aussi permis l'émergence de modes de transaction et de création de plus-values inédits. Les plateformes en ligne pratiquent le P2P, B2C, C2C. Groupon, eBay, Amazon, Mythic, Parship, TextEagle font partie des plus grosses réussites commerciales de la dernière décennie. Dans le monde entier, près de 5 milliards d'adresses IP envoient et reçoivent en moyenne 20 messages par jour. Les transactions à haute fréquence, les HFT, High Frequency Trading Transactions, permettent la transmission de 27 000 données secondes. La digitalisation de notre société implique le passage d'un monde industriel à une société travaillant en réseau interconnecté et décentralisé. La possession et le contrôle des données et informations à tous les niveaux devient plus importante que le capital. Mais quel savoir, quelles connaissances sont-elles en jeu à l'aube du XXIe siècle ? Les chiffres sont impressionnants. Plus de 5 milliards d'adresses IP, des milliards de courriels expédiés et reçus, près d'1 milliard de personnes sur Facebook et les autres réseaux sociaux, près de 700 millions de personnes sont inscrites sur Skype. Le nombre des utilisateurs est en constante augmentation. Des centaines de millions de messages textés et plus de 200 milliards de minutes parlées sur Skype. Si 90% sont des spams, certes, ces chiffres cachent une autre réalité. Certains sont en ligne, interconnectés et profitent pleinement des facilités de la communication. Les transactions à haute fréquence, High Frequency Trading, dans le secteur financier en sont un exemple parmi d'autres.
La Commission européenne met en garde devant le danger du fossé numérique et les fractures digitales qui handicapent nos sociétés. Notre continent vieillissant est empêtré dans 4 crises structurelles. Une crise financière due au surendettement des États. Une crise économique due à un manque d'innovation et de ressources dans la plupart des pays. Une crise démographique, le vieillissement de sa population. Enfin, une crise politique, l'impossibilité de se retrouver autour d'une ligne générale. La fracture numérique reste un concept valise. Or, cette situation concerne des milliers de destins individuels dont l'existence est ainsi menacée. La fracture numérique écarte des régions entières d'un accès performant au NTIC. À qui la faute? Aux décideurs politiques? À la logique commerciale des fournisseurs d'accès? Équiper d'Internet à très haut débit une région a priori peu peuplée n'est soi-disant pas rentable. Alors quelles conséquences? Les habitants des régions enclavées, situées à l'écart des réseaux de communication traditionnels, ne profiteront pas de la troisième révolution industrielle. Mais aussi, en l'absence des structures du très haut débit, aucune entreprise ne viendra s'y installer. Il est en effet impossible de créer des emplois dans une région où les entreprises ne peuvent mettre en place ni plateforme en ligne, ni plateforme de formation continue de leur personnel. Comme on va le voir, la fracture numérique commence aussi à l'école. Marie a 15 ans. Elle a son laptop, son smartphone, son iPod et son iPad, et aussi sa caméra digitale. À la maison, elle utilise les réseaux sociaux tels Twitter pour communiquer. Combien de temps par jour? Cela dépend, mais ce n'est pas du temps perdu, comme du temps passé devant la télé ou la PlayStation. En effet, elle est active. Elle apprend comment mettre en place et gérer un blog, télécharger des documents, bref, à expérimenter les outils de la communication. Tandis que sa mère passe, elle, des heures au téléphone, Marie, quant à elle, tweet. Elle a aussi installé Google Docs, et avec Jeanne, Elodie et Anne, elles font leurs devoirs en collectif. Quant aux professeurs, ils sont bien loin de ces compétences nouvelles. Pour eux, il n'est pas question de s'en servir en cours. À l'école, l'accès à Internet est strictement contrôlé. Les réseaux sociaux n'y entrent pas. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont encore considérés par l'administration comme du bavardage et du divertissement, avec toutes les dérives qui peuvent en découler. De tels reproches ne sont pas totalement infondés, certes, mais bien utilisés, ces instruments sont aussi des moteurs de recherche, des moyens d'agréger les centres d'intérêt et de créer des connectivités, par exemple dans leurs relations à l'international. On peut y construire des projets de coopération, de collaboration, d'échange, de partenariat. Bref, il est nécessaire d'apprendre à s'en servir d'une façon intelligente. L'école n'aurait-elle pas un rôle à jouer en ce domaine? À la maison, pour écrire, Marie utilise Blogger, WordPress et Pinterest. Sur Blogger, elle fait partie d'un projet de coopération avec l'Afrique. Sur WordPress, elle publie ses photos et ses poèmes. Sur Pinterest, elle crée son Dazibao virtuel. Ces activités sont certes divertissantes, mais elle s'exerce ainsi à rédiger, à travailler ses photos, à mieux visualiser ce qu'elle décrit, à faire des recherches et surtout à réseauter à travers le monde. Grâce à son blog, elle est connectée à d'autres blogs sur le même sujet. Elle suit les activités de washidi.com et de nombreuses plateformes de coopération, par exemple en Afrique. Ici, il s'agit de compétences qui n'entrent pas dans la grille d'évaluation de ses professeurs. Pour ceux-ci, Facebook n'est qu'une affaire d'ados immatures, Wikipédia une gigantesque feuille de pompe, YouTube un moyen de harceler ses professeurs et les réseaux sociaux, un divertissement, disons, du genre pascalien. Quelles en seront les conséquences? La scolarité de Marie sera médiocre, ses souvenirs de l'école limités aux interclasses. Le retour sur investissement et le retour sur effort seront nuls. Sa scolarité aura coûté en moyenne 5 000 € par an. Les contenus pédagogiques, pourtant formateurs, auront hélas été ressentis comme ennuyeux, décalés, ringards et dépourvus d'intérêt. Or, il aurait suffi de peu de choses pour connecter l'ancien avec le nouveau. L'histoire, la géographie, les lettres, les langues, les sciences peuvent être transmises au moyen d'outils interactifs. Quelque part dans son cursus scolaire, s'est faite l'orientation de la petite Marie. Elle fera partie des 80% de jeunes femmes qui devront construire leur parcours toutes seules pour tenter de se qualifier sur le marché des emplois du futur. Les métiers du futur?
Ils exigent tout ce que l'enseignement général ne sait plus donner aux élèves d'aujourd'hui. La connaissance universelle du monde, être un esprit ouvert et connecté au réel et au virtuel, savoir communiquer, collaborer, partager et interagir. Apparemment, il y aurait égalité des chances, puisque l'environnement digital est partout le même en Europe. En cela, Pierre et Marie ont les mêmes intérêts et occupations extrascolaires. Or, Pierre a la chance de fréquenter une école où l'on tient compte des nouvelles compétences numériques. Dans son école, les compétences digitales sont valorisées et soutenues par des activités cross-médiales. Nous aurions pu prendre aussi le cas de Jean, dont les parents n'ont pas de connexion Internet. Peut-être n'y voient-ils pas d'intérêt, ou veulent-ils protéger leurs enfants des dangers d'Internet. Nous aurions aussi pu parler d'Aurélie qui habite dans un village des Combrailles, en Auvergne. Là-bas, la connexion en haut débit est simplement impossible. Un exemple qui illustre l'inégalité générée par la fracture numérique. Pierre a quant à lui la chance d'avoir des professeurs à la page. Dès la seconde, le professeur principal de sa classe a installé un wiki auquel participent tous les élèves. Sur Facebook, Pierre a créé un groupe fermé où il a invité ses camarades de classe. C'est devenu leur mur, où ils échangent rapidement des informations courantes quand il faut préparer un exposé ou un devoir. Par ailleurs, les professeurs les encouragent à travailler ensemble sur Google Docs, Etherpad et à consulter régulièrement la plateforme Moodle. Sur cette plateforme, ils peuvent trouver des liens et informations sur toutes les matières enseignées. Au lycée de Pierre, les professeurs sont conscients que leurs élèves auront besoin de présenter autre chose qu'un bulletin scolaire pour solliciter un emploi dans une entreprise à l'étranger. Du reste, qui en Allemagne, en Australie, au Brésil ou aux USA se soucie de connaître l'école des mines de Nantes, l'école centrale de Paris, le SC Management School de Clermont-Ferrand ou l'IUT de Brest? Certes, il y aura toujours le principe du bon vieux carnet d'adresses, le réseau des anciens, mais un e-portfolio avec un blog, des slidcasts en anglais, en espagnol ou en allemand, attestent réellement des compétences linguistiques de Pierre, de ses savoirs et savoir-faire numériques, bref, de ses performances digitales. À l'évidence, un e-portfolio en dit plus long qu'un CV, une lettre de motivation et une photo. Depuis la classe de première, Pierre essaie de publier en anglais et en allemand. C'est ici qu'intervient la pratique du crowdsourcing. Avant de mettre ses articles en ligne, Pierre demande à ses correspondants de Liverpool et de Munich de corriger rapidement ses fautes. Du reste, il en fait autant pour eux. Lorsqu'il a effectué un séjour linguistique en Écosse, il a pu décrire la vie des habitants en publiant de mini-reportages vivants et très convaincants. Avec son logiciel Audacity, il s'enregistre, et même si son accent n'est pas parfait, tous ses travaux sont bien plus parlants que le traditionnel CV. Pour une entreprise, Pierre démontre ainsi qu'il sait communiquer, visualiser, diffuser son projet, ses idées, et, pourquoi pas, son propre produit. Pierre réalise des clips et des courts-métrages qu'il publie ensuite sur YouTube. Ensemble avec ses amis, il écrit des storyboards sur Google Docs, puis il les intègre sur son blog et son profil Facebook. Ces documents font partie de son e-portfolio. Celui-ci évolue avec ses compétences et ses connaissances au fil des années. Pierre développe ses compétences sur le plan individuel en collaboration avec ses camarades. Il partage avec eux ses posts, tags, bookmarks, vidéos et slidcasts. Pierre n'est pas un accro du digital qui passe ses nuits en lane games ou des heures sur Facebook. Pour lui, les réseaux sont des outils de communication, de documentation, d'information rapide, instantanés et performants. La volonté et la possibilité de produire ses propres textes, avec images et sons, et de publier le tout en dehors du contexte scolaire est bien plus stimulant qu'une banale note. Au lycée de Pierre, la révolution digitale n'est pas restée dans les cartons. La dynamique communautaire devient un élément central du processus d'existence sociale numérique. La communautique définit les espaces sociaux virtuels caractérisés par la communication des membres et des groupes. Elle est un ensemble de pratiques et d'usages sociaux des mondes virtuels ou réels qui se caractérisent par l'intercommunication, la coopération et la mise en commun des objets et des savoirs. La communauté virtuelle est en ce sens un nouvel espace de développement du lien social et d'éducation. Dans son livre La structure des révolutions scientifiques, le philosophe Thomas Kuhn parle de changement de paradigme. Selon lui,
il existe un ensemble de schémas de pensée et d'agir qui nous servent de canevas face aux incertitudes et mutations. Il est important d'anticiper les compétences intellectuelles et professionnelles du futur. Ces compétences sont nécessaires pour rester dans le fil d'une évolution qui va plus vite que nos modes de pensée et d'agir et qui nous oblige à penser, concevoir et agir différemment. La grille d'évaluation des compétences et connaissances dans l'école de Pierre tient compte des pratiques dites communautique. Parmi les compétences du futur, la pratique communautique occupe en effet déjà une place importante. Dans les usages sociaux actuels d'Internet, la dynamique communautaire devient un élément central du processus d'existence sociale numérique. La communautique définit les espaces sociaux virtuels caractérisés par la communication des membres et des groupes. La communautique définit aussi un ensemble de pratiques et d'usages sociaux des mondes virtuels ou réels. Ceux-ci se caractérisent par l'intercommunication, la coopération et la mise en commun des objets et des savoirs. En ce sens, la communauté virtuelle représente un nouvel espace de développement du lien social et d'éducation. À en juger par la pénurie féminine inquiétante dans la branche IT, il existe aussi une fracture numérique entre garçons et filles. Les filles ne deviennent en effet que rarement développeurs ou des spécialistes SaaS, Software as a Service, ou de SAP, Software Application. Pierre et Marie sont des enfants de l'ère digitale. Tandis que Pierre intègre parfaitement les nouveaux outils au savoir scolaire et en tire un bénéfice durable, Marie, quant à elle, s'ennuie à l'école. Pour elle, il s'agit d'un passage obligé et d'une parenthèse dans sa vie. Le bulletin scolaire ne dit rien sur ses compétences réelles. Tous les outils que Marie connaît par ailleurs ne servent pas à transmettre un contenu. Les nouveaux médias présentent pourtant les atouts permettant d'impliquer les étudiants dans la communication et la production de contenus enrichissants. Cette étude a été réalisée par l'Université de Palo Alto en 2011. Nous sommes en 2012. Avons-nous déjà intégré les compétences du futur ? Au fait, quelles sont ces fameuses compétences numériques ? On peut en distinguer 4 principales. 1. Savoir comment et où trouver les informations, renseignements, savoir nécessaire à sa vie quotidienne, à son travail, à son propre parcours de formation continue. 2. Savoir les utiliser, évaluer, stocker, partager, connecter et améliorer ou retraiter. 3. Savoir utiliser les outils de communication du web, audio, visuel, texte. 4. Savoir choisir et employer les technologies nouvelles, software plus hardware, pour concevoir, produire, publier, visualiser et communiquer ses idées, produits et prestations. Posons-nous simplement quelques questions. Combien d'écoles travaillent-elles comme celle de Pierre ? Combien d'étudiants possèdent-ils un e-portfolio, passeport pour l'emploi partout dans le monde ? Combien d'universités publient-elles les cours de leurs professeurs ? Combien d'universités offrent-elles des cours et séminaires virtuels et interactifs, fussent-ils en partenariat avec des entreprises ou d'autres universités ? Combien de PME peuvent-elles présenter un bilan de leur capital immatériel ? Par ce terme, on entend le savoir de leurs collaborateurs, le potentiel d'innovation de leurs brevets. Combien d'étudiants possèdent-ils réellement ces compétences du futur ? Certains, comme Pierre, sont sur la bonne voie, mais il demeure encore l'exception. Alors que reste-t-il à faire ? Nos enfants grandissent dans un environnement informatisé. Ils peuvent communiquer, partager et produire des informations et des connaissances. Tous les 5 ans environ, les TIC nous obligent à changer nos modes de recherche d'informations. En effet, qui aurait songé il y a 10 ans à aller sur Google pour avoir la réponse à une question ? Qui aurait pensé chercher des tutoriels, des leçons, des modes d'emploi dans les réseaux sociaux, comme YouTube, SlideShare ou sur les réseaux sociaux ? Nos enfants grandissent et évoluent avec les ordinateurs et les téléphones mobiles. Certes, ce ne sont que des outils, mais savoir s'en servir rend le savoir plus accessible, visible, intelligible. Toutefois, savoir se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile, d'une caméra digitale ou d'un logiciel de dessin ne remplacera pas l'intelligence, la créativité, l'innovation.